voici sur ce plateau de Canal King Télévision pour ce numéro de l'émission Monde du Travail. Comme nous ne cessons de les répéter, l'émission Monde du Travail s'occupe des questions liées au travail et dans tous les domaines, nous invitons les gens de tous bords pour qu'ils viennent expliquer ce qu'ils sont en train de faire au sein de la société congolaise. Pour ce numéro, nous avons invité Monsieur Jean-Pierre Bolonga. Il est de l'Horizon pour l'Humanité, une organisation qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Il est en train de faire le travail des droits de l'homme en RDC. Avec lui, nous allons parler de l'actualité de l'heure, entre autres l'invasion de l'Est de la RDC par les M23 et bien sûr soutenu par le Rwanda, comme tout le monde le sait. Nous allons parler également du retour de la relique du Premier ministre Lumumba au pays, en provenance de Belgique. Nous allons parler également des différents procès en cours. Nous citons les procès Bukangalonzo autour du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Matata Pognon. Nous allons parler du procès 100 jours autour du président de l'INC Vital Kamerhe. Nous allons également parler du procès Chebeya, puisque là, à ce niveau, il y a eu une certaine conclusion qui ont été faites condamnant les gens qui s'étaient impliqués dans cette affaire. Et comme nous sommes avec notre invité étant juriste, étant défenseur des droits de l'homme, il va essayer d'éclairer toutes ces questions. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Bolonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Comme je viens de les rappeler, vous êtes le président de l'Horizon pour l'Humanité, une organisation qui s'occupe des questions des droits de l'homme, qui fait le travail des droits de l'homme en RDC comme beaucoup d'autres organisations. Alors, comment se porte votre organisation Horizon pour l'Humanité? Notre organisation Humanity New Horizon en sigle HNH en sigle se porte bien. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons deux grandes missions. Nous sommes là pour la promotion des droits et libertés fondamentaux des personnes. C'est ce qui fait que nous puissions nous organiser pour essayer d'installer la structure partout à l'intérieur du pays. Et puis pourquoi pas hier, nous organisons des ateliers de formation, nous organisons aussi des ateliers de renforcement des capacités, toujours dans le cadre de la promotion. Et puis, on est aussi en train de faire le monitoring des terrains. Lorsque les droits de l'homme sont violés, les défenseurs des droits de l'homme, ils sont là pour enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme, publier les rapports, faire les plaidoyers. C'est tout ce qu'on est en train de faire. On est sur le terrain et puis nous continuons à faire notre travail. L'Humanity New Horizon se porte très bien. Et puis, nous sommes sur le terrain en train de travailler. Sur le terrain, vous avez planté l'organisation d'abord à Kinshasa, vous êtes allé au Grand Équateur, vous vous êtes retrouvé au Kasaï, mais les restes des provinces, comment vous comptez surprendre? Non, c'est depuis 2017 aussi, nous sommes allés à l'Est, à Goma. À Goma aussi, nous avons une coordination provinciale là-bas qui travaille avec nous, avec M. Jonas là-bas et l'équipe qui était installée là-bas à Goma qui travaille. Et puis ils ont amené la structure dans d'autres coins de l'Est du pays. Nous ne sommes pas seulement à l'Est, nous sommes aussi dans le Congo central, un peu presque partout. On est en train de travailler à arrache-pied malgré les moyens de bord qu'on a. Heureusement que vous avez installé une antenne de l'Horizon pour l'Humanité à Goma. Et certes, vous avez certains éléments de la situation qui prévaut à l'est du pays. Et nous commençons par cette question. Vous êtes des droits de l'homme et votre organisation est en train de faire son travail sur le terrain pour recouper, pour réunir les données, les preuves donc liées aux droits de l'homme actuellement. L'est du pays est en feu et on a cité
le Rwanda qui soutient les forces du M23. Vous voyez comment, à ce stade, se pose la situation, les questions des droits de l'homme. La situation de l'Est nous préoccupe tous. L'Est du pays n'a pas été attaqué aujourd'hui. Ça fait des décennies que ces troubles ont commencé à l'Est. Et à tout moment, nous sommes en train de compter des morts, des atteintes à la vie humaine, des atteintes à l'intégrité physique, des libertés des personnes qui sont violées. Et chaque fois, vous suivez avec nous comment on publie des rapports sur les violations des droits de l'homme en rapport avec ce qui se passe à l'Est. Dernièrement, l'évolution de la situation nous inquiète. Il y a le M23, qui est un mouvement que nous connaissons tous, qui avait été de fait depuis 2013, mais on ne comprend pas ce qui se passe actuellement avec le même mouvement qui est revenu sur le terrain, soutenu par le Rwanda. Qu'est-ce que nous déplorons actuellement? Il se pose un problème de qualification de ce qui se passe à l'est du pays. Là, je fais allusion aux règles du droit international en rapport avec le droit international humanitaire. Nous devons savoir comment identifier la nature d'un conflit armé. Et nous n'avons que deux types de conflits armés. Il y a des conflits armés internationaux qu'on appelle CAI, et puis il y a aussi des conflits armés non internationaux qu'on appelle CANI. Nous sommes dans quel contexte? Parce qu'au niveau du gouvernement, on risque de nous entretenir un flou. Tantôt il parle de l'agression, tantôt il parle des terroristes, tantôt il parle des rebelles. Alors, ce sont des questions qui nous préoccupent. La première des choses, c'est quoi? Lorsqu'on veut parler d'un mouvement ou d'un conflit armé non international, là on fait allusion à une rébellion, à ce moment-là, il y a, en termes de définition, des termes qui peuvent nous fixer. Pour qu'il y ait rébellion ou conflit armé non international, il faut qu'il y ait d'abord la présence des nationaux, c'est que des originaires, des Congolais qui se rebellent contre les institutions légales. Alors, ce mouvement doit nécessairement occuper une portion du territoire. Et lorsqu'il y a occupation d'une portion du territoire, et que dans la chaîne de commandement, il y a une chaîne de commandement, c'est-à-dire qu'il y a des chefs qui donnent des ordres, et puis les autres obéissent, et ils occupent une partie du territoire. À ce moment-là, nous pouvons parler d'un conflit armé non international. Alors, pour ce qui concerne, pour les cas d'espèce, oui. de la RDC et du M23, y compris le Rwanda. Tout à fait, je suis en train de réfléchir. Avec quelles qualifications peut-on donner à ces conflits? Je suis en train de réfléchir. Alors, de l'autre côté, lorsque nous voulons parler d'une agression, l'agression nous laisse entendre qu'il y a deux pays, deux ou plusieurs pays, ou bien un pays qui viole l'intégrité territoriale de notre pays. Et là, on fait allusion à l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui pose des principes par rapport avec la vie internationale. Parmi ces principes-là, il y a le principe de l'égalité des États, le principe aussi du respect de l'intangibilité des frontières, non recours à la force. Si on a un conflit, on peut recourir au règlement pacifique des conflits, et ainsi de suite. Mais lorsque nous voyons un pays, un autre pays qui envoie ses troupes, la présence des militaires ou des hommes armés sur le territoire de notre pays, à ce moment-là, cet acte-là, ce sont des actes de guerre. Ce sont des actes de guerre. Maintenant, ces actes de guerre-là, la guerre peut être déclarée par les États, soit on peut trouver des actes de guerre. C'est ce que je venais de citer ici. Les cas qu'on venait d'arrêter des sujets rwandais sur le territoire congolais avec des armes, tout le monde a vu comment
ils ont avoué avec leur identité comment ils se sont retrouvés sur le sol congolais. À ce moment-là, on peut parler d'une agression, on peut parler d'un caïd, en d'autres termes, d'un conflit armé international, parce que le conflit ne se retrouve pas seulement entre les Congolais eux-mêmes, qui se rebellent contre les institutions établies, mais ça traverse les frontières. Alors, maintenant, quand nous sentons la communication, mais attention, lorsqu'on veut parler d'une agression, pour qu'on puisse arriver à un conflit armé international, il y a toute une procédure. Comment alors? Le Congo, avec ses avocats, doivent mener des enquêtes. Ils doivent amener des preuves de cette agression au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le Conseil de sécurité, cet organe-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en train de chercher les preuves, tout à fait, à chercher les éléments pour pouvoir les amener au Conseil de sécurité. Pour que cela soit confirmé par le Conseil de sécurité. On sursoit l'armée, on croise les bras pour que les Nations Unies puissent approuver que réellement il y a eu l'agression, l'armée ne peut pas se battre. Ça, c'est une autre question. En rapport avec la question que vous venez de me poser, il y a l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui pose le principe de la légitime défense. Lorsqu'un État parti des Nations Unies, qui a ratifié la Charte des Nations Unies, agresse notre État, on voit la présence de son armée sur le sort de notre État, l'État agressé a le droit de se défendre. On ne va pas attendre de longues procédures, parce que quand il y a des mers à périr en des mers, toutes les procédures qu'on veut entamer ici, la reconnaissance d'une agression et tout, ça c'est la voie diplomatique. Mais les États ont le droit de se défendre eux-mêmes lorsqu'ils se sentent agressés. Prenons le cas d'Israël. Quand Israël est agressé par les Libanais, par les pays arabes, ainsi de suite, on n'entend pas beaucoup de procédures. On a le droit de se défendre au nom du principe de la légitime défense qui est posé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, le Congo, dans le contexte actuel, que ce soit un conflit armé non international entre parenthèses une rébellion qui est en train de se développer pour faire tomber les institutions en place, que ce soit une agression, le Congo, notre pays, en tant qu'un État, a le droit de se défendre au nom du principe de la légitime défense. Dans le contexte actuel, nous avons trois options lorsqu'il y a un conflit. La première option, c'est l'option diplomatique. Nous avons constaté, nous tous, l'échec de la diplomatie. L'échec de cette option. La diplomatie a échoué. Dernièrement, vous avez suivi ce qui s'est passé, le dernier communiqué de la réunion de Nairobi. Les chefs d'État qui se sont retrouvés ensemble. D'ailleurs, ça, c'est une organisation communautaire. Qu'elle a essayé d'aller s'adhérer là-bas, je ne sais pas. Alors, cela, ça pose un problème. Parmi les organisations internationales, pour ne pas aller de gauche à droite parce que nous voulons aller tout droit au but, lorsque tu poses une question, puis nous répondons à la question, nous courons derrière l'État. On n'adhère pas aux organisations internationales seulement pour adhérer. Une organisation internationale est une structure permanente qui est composée des États, qui est en train de poursuivre un objectif bien déterminé qui avait été reconnu par le traité constitutif. Parmi les organisations internationales, nous avons des organisations de coopération, il y a aussi des organisations d'intégration. La EAC, que notre gouvernement est allé dernièrement s'adhérer dans cette organisation-là, c'est une organisation de coopération. Mais dans les organisations de coopération, il y a des étapes. La première étape, c'est quoi? On signe, on intègre l'organisation. Alors, on commence d'abord par zone de libre-échange. Est-ce qu'on a supprimé les barrières douanières entre nous et les pays de l'Est? Pas encore. Dès qu'on quitte la zone de libre-échange, on entre dans l'union douanière. Après l'union douanière, on va aussi dans l'étape du marché commun. Après le marché commun, on entre dans l'union économique et monétaire. Et la cinquième étape, c'est ce qu'on appelle l'union politique. C'est à partir de cette étape-là que l'organisation peut envoyer sa force militaire pour
secourir l'un des membres qui est en danger ou s'il y a un conflit armé là-bas. Comment le Kenya peut prendre la décision d'une manière unilatérale d'envoyer les troupes chez nous ici au Congo, de convoquer une réunion et de rassembler tous les pays de l'Est avec la présence de notre président et prendre une telle décision de pouvoir nous envoyer une force qui va sécuriser l'Est du pays, alors que nous avons beaucoup de forces là-bas. Que fait notre armée? Et l'Ouganda, la MONUSCO est là pendant plus de 20 ans, avec plus de 20 000 hommes. De l'autre côté, nous venons de signer encore d'autres accords avec l'Ouganda au nom d'une certaine mutualisation. Et c'est le même Ouganda qui venait, au vu aussi de tout le monde, de nous trahir à travers avec cette incursion. Tout à fait, avec cette incursion, les rebelles, les soi-disant rebelles ou terroristes, je ne sais pas, bien 23. Comment sont-ils passés par la voie de l'Ouganda pour attaquer la RDC? Quand ils avaient été défaits, ils avaient trouvé comme terre d'asile en Ouganda et puis au Rwanda. Comment ils sont entrés au Congo? C'est pas l'entremise de services de sécurité ougandais. Et de l'autre côté, armé par le Rwanda. Là, il y a une complicité. Donc le Congo est isolé. Sur le plan diplomatique, nous avons échoué. Parce que tout le monde avait entendu le communiqué de Nairobi. On n'a pas reconnu le Rwanda comme un pays agresseur. On n'a pas condamné le Rwanda. On n'a pas reconnu le M23 comme un mouvement terroriste. Au contraire, on a obligé le gouvernement congolais de pouvoir négocier avec le M23. D'accepter qu'une force arrive ici, une force de trop et de plus. C'est une complicité contre la RDC. Comment expliquer ce phénomène-là? La RDC... On ne condamne pas... La RDC est sortie perdante. La RDC est sortie perdante. Qu'est-ce que nous avons gagné? Toutes les déclarations qui ont été faites par le gouvernement congolais ici, avant que le président se rende à Nairobi, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité qui s'est réunie ici. Les résolutions avaient été prises, parmi lesquelles on devait suspendre tous les accords, l'exécution de tous les accords que la RDC aurait pris avec le Rwanda. Quand on a écouté cela, il y a eu cette précipitation que tout le monde a connue. On ne parle même pas de ça. On ne condamne pas le M23. On ne condamne pas le Rwanda. Qu'est-ce que nous avons gagné dans tout cela? Oui, maître, à ce stade, pouvons-nous dire que la RDC est face à un complot international? C'était bien sûr que oui. La bien RDC, ficelée, bien préparée tout à pour fait déstabiliser les pays. Le Congo, le gouvernement actuel doit faire attention. Parce que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous ne sommes pas des acteurs politiques, mais nous sommes en train d'observer ce qui se passe. Le Congo est comparable à un navire qui est en train de naviguer sur les autres troupes. Si on ne fait pas attention, on peut connaître un naufrage. Il y a un plan de balkanisation qui avait été déjà préparé depuis longtemps par Bill Clinton, en complicité avec la communauté internationale, la France, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, pour que le Congo soit divisé. Si la table, il y avait des États, le Soudan et le Congo. On a réussi ce qu'on a fait au Soudan, ça reste seulement le Congo, et on veut concrétiser leur plan. De quel droit? Le même pays qui sont suspectés, qui n'ont pas de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, se liguent pour envoyer leurs troupes ici. On voit comment les troupes nilotiques entrent à la République démocratique du Congo, mais on ne voit pas comment ils sortent. Ça a commencé d'abord depuis 1927 par l'entrée de Tutsi rwandais qui sont devenus de Banyaboring aujourd'hui. Ils ne sont pas rentrés. Pendant la grande famille en 1963, la même chose. En 1958, la même chose. Pendant la guerre, pendant le génocide de 1994, ils sont entrés. Nous avons les FDR aujourd'hui. On est allé jusqu'à la guerre de l'AFIDER. AFIDER nous a amené les autres. On a vu comment ils sont entrés. On n'a pas vu comment ils sont rentrés d'ici. LCD Goma. CNDP de Laurent Kunda. Et puis aujourd'hui, on est avec le M23. On continue toujours à nous envoyer des troupes. On voit comment elles entrent, mais leur sortie pose un problème. Nous disons non.
cette fois-ci, nous ne voulons pas, nous allons nous lever comme un seul homme, nous ne voulons pas qu'il y ait une autre force étrangère de plus qui peut fouler le sort de l'Est du Congo. Ça, c'est une autre trahison. Oui. Nous avons une armée, mobilisons des moyens pour que nos vaillants soldats de la FARDC qui sont en train d'abattre un grand travail à l'Est du pays, qu'ils soient équipés, qu'ils aient un moral haut, leurs femmes et leurs enfants sont restés ici avec nous pour qu'ils combattent pour l'intégrité territoriale. La solution du Congo ne viendra pas d'ailleurs, nous devons nous prendre en charge. Oui, Président Jean-Pierre Bolonga, je voudrais poser cette question puisque beaucoup n'évoquent pas, ne font pas allusion à cette question. Depuis le départ du président Mobutu jusqu'à aujourd'hui, le président Joseph Kabila a géré le pays pendant autant d'années et pendant tout ce temps-là, depuis le départ du président Mobutu, le gouvernement congolais n'a pas dénoncé le Rwanda. C'est la toute première fois que le président Félix et son gouvernement arrivent à dénoncer que le Rwanda agresse le pays par l'intermédiaire du M23. Comment expliquer ces faits durant la gestion du président Joseph Kabila? On n'en a pas dénoncé. Et maintenant qu'on a dénoncé, maintenant avec le gouvernement Félix, ils sont arrivés à dénoncer que le Rwanda est en train d'agresser la RDC par la procuration en passant par M23. Non, comment expliquer ça? Ça n'engage que vous, parce que nous sommes tous au Congo, nous sommes Congolais. Nous connaissons ce qui se passe. À l'époque de Mobutu, nous avons connu la paix militaire. Il n'y avait pas de guerre. Mobutu était un grand président qui avait sécurisé les Congolais. Nous, on n'a pas connu de guerre. À l'époque de Mobutu, Mobutu était un grand président. Le Congo, à l'époque, était considéré comme un pays émergent. Le Rwanda, tous ces pays qui nous entourent ici, dépendaient du Congo. Alors, comment nous qui avions la force, c'est parce que les relations qui concernent les pays, c'est pas aussi les rapports de force. À l'époque, les Zaïre étaient un pays fort. Comment on pouvait dénoncer le Rwanda? Nous avons connu le petit Rwanda ici. Mais le gouvernement, le gouvernement actuel a dénoncé le Rwanda. C'est ça ce que j'ai dit. Puisque sous le président Joseph, personne n'a parlé du Rwanda. On a parlé du Rwanda. Actuellement, puisqu'on ne s'arrêtait qu'au niveau des M23, ADF, NALU, tout ça, les groupes armés, mais on ne pointait pas du doigt le Rwanda, mais avec le gouvernement actuel, et le président actuel, ils sont arrivés à pointer du doigt que c'est le Rwanda qui agresse. Les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui avec le pouvoir en place. Quand le Congo, notre pays, avait été agressé par le même Rwanda à travers l'AFDEL, il y a eu des dénonciations. Nous ne pouvons pas avoir une courte mémoire. On avait dénoncé, on avait dit haut et fort mais que l'AFDEL était soutenu par le Rwanda. Pas les voix officielles, gouvernementales. C'est ça le problème. Oui, il y a au niveau de l'opinion populaire, on peut le faire, mais le gouvernement... À l'époque du Premier ministre Kengo Adondo du Koulia, là, à l'époque du président Mobutu, ils avaient dénoncé. À l'époque du président Mobutu. Après le départ de Mobutu, oui. À l'époque de l'AFDEL, il y a eu la publication du rapport Mapingi. On a pointé du doigt Rwanda, Ouganda et Burundi. Mais nous parlons de gouvernement. Ça, ce sont des organisations internationales, voire même en collaboration avec les organisations nationales qui sont arrivées à dénoncer qu'il y a eu l'application des forces du Rwanda. Mais les officiels congolais, le gouvernement congolais, depuis tout ce temps, depuis après l'époque du président Mobutu, personne n'a parlé. Mais actuellement, on a dénoncé le Rwanda. Mais on dénonce après avoir conclu des accords qui nous amènent des problèmes aujourd'hui avec le Rwanda. Après la prise du pouvoir par le président en place, il a envoyé des délégations au Rwanda, il a signé des accords avec M. Kagame. Ces accords-là qui font état de céder au Rwanda l'exploitation des minéraux, l'or, ainsi de cobalt et tout ça là, à l'est du pays. On leur a donné le monopole à Goma. Il y a toute une compagnie aérienne qu'on appelle Rwanda Airways qui descend là-bas, et même une partie de Virunga, et beaucoup d'accords ont été signés avec beaucoup d'avantages. Et parmi ces accords-là, on avait même signé un accord faisant état du retour de la reconnaissance du M23, les éléments du M23, qui s'étaient transformés en un parti politique après leur défaite, alors par le même gouvernement ici. Mais lorsqu'on voit que le même président qui appelait
qui considérait Kagame comme état son frère, comme état un pays voisin qui avait de bonnes relations avec lui, signe des accords avec bonne foi, mais le Rwanda continue à soutenir le mouvement armé qui agresse, qui tue et qui viole les droits de l'homme à l'est du pays. C'est à ce moment-là qu'il y a rupture. Il y a des dénonciations. Bon, je ne vais pas parler des ruptures diplomatiques parce que l'ambassadeur rwandais reste encore chez nous. Notre ambassade n'est pas fermée au Rwanda. Les relations sont là. C'est une tension que nous sommes en train de passer. Peut-être que le gouvernement doit faire un mea culpa. C'est lui qui nous a amenés dans tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Voilà, Président, actuellement, puisque nous parlons, l'émission, c'est Monde du Travail qui s'occupe des questions du travail de votre organisation. Au stade actuel, que feraient les organisations des droits de l'homme dans ces conflits entre les deux États? Quel est le travail des droits de l'homme en ce moment? Les droits de l'homme font partie du droit international humanitaire. Non. Font partie du droit international public. Dans le domaine des droits de l'homme, quand on est dans une situation de guerre, parce que nous comptons sur... oui, nous comptons. Nous courons derrière les minutes. Les défenseurs des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils font au stade actuel? Ils font le travail de monitoring. Ils sont en train d'enquêter, ils sont en train de monitorer ce qui se fait sur le terrain. Pour que le présumé, quand on enquête, les enquêtes ont au moins 4 étapes. On commence d'abord par identifier le présumé auteur, les lieux de commission des faits, les circonstances qui entourent les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres termes, le récit des faits et qu'est-ce qui pousse le présumé auteur à commettre de tels actes. On est en train de récolter des cas de violation. Mais vous n'intervenez pas en amont. Vous n'attendez qu'il y ait dégradation et puis c'est à ce moment-là que vous allez intervenir. Notre intervention, c'est quoi? Quand il y a conflit, les défenseurs des droits de l'homme dénoncent. Nous ne voulons pas qu'il y ait conflit parce que dès qu'il y a conflit, ce sont les droits de l'homme qui sont violés. On porte atteinte à la vie humaine, à l'intégrité physique, aux libertés des personnes, ainsi de suite. Alors à ce moment-là, les défenseurs des droits de l'homme travaillent dans la phase de l'observation. Mais dès qu'il y a conflit, on n'est plus dans l'observation, nous sommes en train d'enquêter ce qui se passe sur le terrain, et puis au moment opportun, il y aura publication des rapports, et puis on va établir les responsabilités, que ce soit au niveau des acteurs nationaux, et que ce soit aussi au niveau des acteurs internationaux. Parce que les droits de l'homme ne se limitent pas seulement au Congo et puis au Rwanda. Nous avons toute une commission africaine des droits de l'homme au niveau régional. Et à côté de cette commission africaine des droits de l'homme, nous avons aussi toute une cour africaine des droits de l'homme. Et lorsque les droits de l'homme sont violés au niveau régional, on peut amener le conflit au niveau de la commission africaine des droits de l'homme, qui saisira la cour africaine des droits de l'homme, pour que le pays qui a envoyé ses troupes pour que les droits de l'homme soient violés, soit condamné et puis répare les préjudices qui ont été commis. On ne va pas se limiter seulement au niveau de la commission de la commission africaine et de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a aussi, au niveau international, nous avons aussi le comité des droits de l'homme. Il y a des organes, beaucoup de mécanismes de protection des droits de l'homme au niveau international. C'est qu'au niveau de l'ONU, le travail est en train d'être fait. Et chaque fois qu'il y a cas de violation des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme se mettent à l'œuvre pour récolter et rassembler les cas de violation des droits de l'homme et puis dénoncer et puis engager des poursuites contre le présumé auteur. Voilà, les victimes soient rétablies à leur tour. Nous abordons la question du retour au pays de la relique du Premier ministre Lumumba. En tant que droit de l'homme, il y a retour, et ce retour se fait comme ça, sans rien, on a reconnu les faits, sans reconnaître la famille, sans reconnaître le pays de Lumumba. En tant que droit de l'homme, quelle responsabilité pouvez-vous établir sur ce dossier-là à l'endroit de la Belgique? L'ex-premier ministre Lumumba est un patriote. Il est nationaliste. Et pour nous, défenseurs des droits de l'homme, c'est un grand défenseur des droits de l'homme parce qu'il menait son combat pour que les Congolais puissent recouvrer leur liberté qui leur avait été confisquée par les colonisateurs. À ce moment-là, il a travaillé pour que nous obtenions l'indépendance. Mais jusqu'au stade actuel,
les circonstances qui ont entouré la mort de Lumumba ne sont pas élucidées. C'est ce qui nous éclaire en tant que défenseurs des droits de l'homme. Aucun procès n'a été organisé pour que nous puissions connaître ce qui s'est passé. Les procès entre la RDC et la Belgique. Non, ce sont des conflits. Ne parlez pas de procès. Moi, je n'ai pas encore suivi un procès. Il y a eu seulement le conflit belgo-congolais que tout le monde connaît. Bon, dans le volet politique, il y a eu certaines responsabilités. La Belgique avait reconnu sa responsabilité, le Congo aussi. Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de réparation quant à ça. On a vu depuis 1970, après la rupture des relations diplomatiques entre la RDC, les Zaïre à l'époque, avec notre pays, il y a eu tension. Arrivé en 1970, Mobutu avait reçu le roi belge, comme on vient de le recevoir ici. On l'avait accueilli avec enthousiasme, mais ce sont les mêmes discours que nous sommes en train d'assister. À l'époque de Mobutu, il a dit oublions le passé, regardons tout ça. Mais les mêmes discours sont revenus avec le roi Philippe. Alors que les réparations, nous voulons savoir ce qui s'est passé exactement. Lumumba était un homme politique. Il a combattu pour que le Congo puisse retrouver son indépendance. On l'a assassiné à cause de ses opinions politiques. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout le monde avait suivi le discours de sa fille Gilliane Lumumba hier, qui nous avait vraiment... Ça a été un discours émouvant, parce que quand elle était en train de parler, nous voyons tout ce qui se passe. Nous ne savons pas où se trouve le corps de notre papa. On nous amène une relique, une date, je ne sais pas si c'est la date de Mobutu, de Lumumba. Tout le monde connaît les circonstances par lesquelles Lumumba, Okito et Paul Maurice étaient morts. Ils étaient jetés je ne sais pas si on peut parler d'une... Quoi? J'étais dans un acide. Comment on pouvait se retrouver avec une dame? Qui détenait la dame? La dame était entre les mains de qui? Pourquoi la dame pouvait être détenue par un militaire? Et c'est la fille d'un militaire qui sort la dame aujourd'hui, donnée au gouvernement belge. Tous ces paramètres-là doivent vraiment être élucidés. Et puis, nous demandons au gouvernement congolais d'avoir le courage. On ne peut pas tout renvoyer au passé, même avec Kabila, on ne peut pas fouiner le passé, la Belgique, mais nous voulons savoir ce qui s'est passé pour que les responsabilités politiques, administratives, juridiques, pénales, puis civiles soient établies okay. Pour que nous connaissions réellement ce qui s'est passé. Et pour terminer, parce que nous croyons, puisque nous sommes pratiquement à la fin, on va nous ramener cette relique aujourd'hui. D'après les informations à notre niveau, le gouvernement aurait débloqué une somme de plus de 6 millions de dollars, alors que l'armée à l'Est a besoin de moyens. Alors, on organise des cérémonies. On revient avec la relique ici. Bientôt, on va l'amener chez les bâtisseurs là-bas. Et puis, on va aller à Kisangani, à Lubumbashi, ici au Congo, à la primature, à la présidence, jusqu'à l'exposition, à l'inhumation. Bon. Qu'est-ce que nous allons gagner en rapport avec tout cela? Quelle est la part de la Belgique? Quelle est la responsabilité de la Belgique? Donc, nous sortons toujours perdants. C'est comme si notre diplomatie ne joue pas son rôle. Nous avons échoué à tous égards et nous devons reconnaître notre échec. Nous aimerions que la Belgique reconnaisse d'abord tout ce qu'il a commis comme crime économique ici au Congo, qu'il répare les préjudices comme les autres colonies, comme les autres métropoles ailleurs, pour que les responsabilités soient établies. Sinon, je ne sais pas si nous voulons conserver le pouvoir, on signe des accords à n'importe quel prix, et quand le moment arrive que ça ne marche pas, on retourne au peuple pour chercher le soutien. C'est ce que nous refusons. Voilà, nous aurions pu cheminer avec quelques questions qui sont restées, même à la prochaine, mais seulement je vous donne pour citer un mot au regard des différents procès. Pas 2 minutes, 1 minute, comme ça on termine. Nous avons les procès Bukangalonzo, les procès Chebeya et les procès 100 jours. Un seul mot, même une minute, je vous accorde 2 minutes. Tout à fait. Le procès 100 jours suit son cours normal. Il était déjà, on avait prouvé en cassation au niveau de la Cour de cassation, on a renvoyé au niveau de la Cour d'appel.
c'est hier ou avant-hier qu'on devait prononcer le verdict. Et nous, on a regretté parce que comment on peut arriver à un deuxième report alors que le délai de la loi est là. Ok. Alors, le procès maintenant, nous craignons que la politique puisse interférer dans le procès Kamere. Parce que Kamere, d'après ce que nous sommes en train d'observer, le marché qui avait été conclu par M. Kamere et consort n'avait pas respecté la loi de 2006 sur le marché. Prenons le Bukangalonjo, c'était là-bas. Bukangalonjo, M. Matata Pogno ne pouvait pas être jugé par la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas son juge naturel. Le dossier est maintenant au niveau de la Cour de cassation. Et nous, en tant qu'avocats, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes en train d'observer qu'il répond de ces actes pour que nous sachions ce qui s'est passé. Avec Tchebeya, le verdict a été déjà prononcé. Kenga Kenga a été condamné à la peine capitale. L'autre à 12 ans. Moukala a 15 ans. Et nous sommes en partie satisfaits, mais qui ont donné des ordres? Où est Numbi? Qui a donné des ordres à Numbi? On nous laisse dans notre soif. Nous aimerions qu'on puisse éviter l'ancien président Joseph Kabila qui répond des actes, M. Numbi qui répond des actes. C'est ce que nous attendons. Le procès est encore en cours parce que le procès est un long processus jusqu'à ce que le condamné accomplisse sa peine. Voilà, téléspectateurs, vous venez de suivre cet entretien. À vous d'apprécier, ce n'est pas à notre niveau l'appréciation. Et nous allons nous retrouver la fois prochaine avec un autre invité, peut-être toujours avec M. Jean-Pierre Bolonga, qui est le président de l'Horizon pour l'Humanité. Merci, à la prochaine.